Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent et présente aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée, mais très froide. Alors, je suis France-Isabelle Langlois, je suis la directrice générale d'Amnesty International Canada francophone et je suis très heureuse de vous accueillir ici à la Maison du développement durable, dont nous sommes de fiers partenaires depuis le début. Nous avons nos locaux ici au 5e étage. Donc, bienvenue dans notre maison pour le lancement du rapport, donc le Canada m'a détruit, portant sur les violations des droits des travailleuses et des travailleurs étrangers, migrants ici au Canada. Alors, je ne vous en dirai pas plus sur le rapport parce qu'on a un super panel pour en discuter et ils vont vous en donner tous les constats et toutes nos recommandations et vous aurez l'occasion aussi d'échanger avec eux et elles. Je suis avec ma collègue Ketty Nivia-Bundy, qui est secrétaire générale d'Amnesty International Canada anglophone. C'est un travail collectif. Ce rapport, on l'a fait ensemble, les deux sections, et avec le secrétariat international. Donc, c'est un rapport qui a une portée internationale, qui est relayé en anglais, en français, en espagnol au minimum, à travers l'ensemble du mouvement. Oh. Il n'y a plus de mouvement. Oui, ça va. C'est fou. Oui. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par la reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais reconnaître que cet événement se déroule à Tiohtià:ke, territoire autochtone non cédé, où la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. Cette reconnaissance territoriale prend une importance d'autant plus particulière dans un contexte de discussion sur la migration, car en effet, l'immigration est à la base du projet colonial du Canada et qui a vu les peuples autochtones dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Je crois que c'est important qu'on se le rappelle. Alors, je passe la parole à Ketty. En français? Ah, pour tout le monde? OK. Bonjour, good morning, everybody. Just want to make sure there's interpretation for everyone in the room. Yes? Okay, great. Fantastic. Well, thank you so much for being here. And as my colleague France-Isabelle said, this was the product of it was really a joint effort with our two sections and our international secretariat. But this report would not be possible without the contributions, without the advocacy, the power and the voices of migrant workers and organizations who have been partners to us and who supported us to really produce this report. So I would like to take a minute to thank those. In Quebec, it's the Immigrant Workers Center, le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs immigrants agricoles du Québec, et la Confédération des syndicats nationaux in Quebec. Thank you very much for all your support. And in Ontario, the FCJ Refugee Center, the Legal Assistance of Windsor, and the United Food and Commercial Workers were also extremely useful. We are grateful for your support and our partnership. And of course, once and again, thank you to every migrant worker who trusted us with their story. We know that it takes so much courage to come forward with these stories, and so we thank them profoundly. And now, back to you, Isabelle. Thank you, Ketty. Alors, avant de passer au panel, j'aimerais saisir l'occasion pour nous mettre collectivement en garde contre la banalisation et l'apathie. Ce dont il sera question aujourd'hui prend place dans un monde où les droits fondamentaux sont de plus en plus remis en question, et ici, au Canada, au Québec, la montée d'un discours pour le moins toxique, qui est tenu par plusieurs élus de plusieurs partis politiques, est dangereuse, très dangereuse. Dans ce discours contribue à ce qu'on appelle la déshumanisation.
Ce faisant, on vient justifier, normaliser des systèmes, des lois, des politiques qui sont en complète contradiction avec les droits les plus fondamentaux de chaque être humain. À ce propos, donc, toujours avant de commencer, ça s'en vient, on arrive au panel, j'aimerais inviter la docteure Joanne Liu, qui a accepté d'être ici présente parmi nous. Elle est, comme vous le savez, probablement toutes et tous, l'ex-présidente de Médecins sans frontières internationales. Elle est pédiatre, elle est professeure à l'Université McGill également. Joanne a publié un livre récemment qui est intitulé « L'Ebola, les bombes et les migrants », où elle retrace les grands événements marquants de la période où elle a été présidente, donc à MSF. 3 grandes crises, dont celle des migrants. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très vivement. Et ça se lit très bien. Mais c'est aussi très troublant. Donc, à titre de présidente de MSF, et encore aujourd'hui, Joanne dénonce la déshumanisation des personnes migrantes, comme peu savent le faire, voire osent le faire. Bref, Joanne, à toi la parole. C'est bon? Bonjour tout le monde. Attendez, je vais m'organiser, là, ça sera pas long. Ça m'énerve toujours parler en public. OK. Bonjour, merci. France-Isabelle m'a appelée et elle me dit Joanne, viens parler des migrants. J'ai dit, je ne suis pas une experte en migration, pas encore moins sur le travail des migrants au Canada. Elle dit, non, elle dit, viens faire un cri du cœur. Bon, bien, c'est le cri du cœur que je vous ai préparé. Depuis le 20 janvier, il n'y a pas une sacrée journée que la question migratoire ne fait pas la une des journaux ou n'ouvre pas le bulletin des nouvelles. Nous sommes des témoins impuissants de déportations, grands spectacles, pour du capital politique de la nouvelle administration américaine. Pendant la première semaine de Trump au pouvoir, le Mexique a reçu plus de 4000 migrants déportés des États-Unis. La grande majorité étaient des Mexicains et des Mexicaines. Le clan trumpiste s'est vite targué d'avoir déjà bien fait avec l'arrivée du pouvoir du héros MAGA, Make America Great Again. Ces chiffres, en fait, ne sont pas inhabituels. Ils ne présentent pas une augmentation, en fait, exceptionnelle. L'année dernière, en 2024, il y a eu 190 000 déportations vers le Mexique des États-Unis, soit 17 000 par mois. Donc, on est dans la moyenne. Mais ce qui tue autant que le geste, c'est la couverture médiatique du geste considéré salvateur par les Américains au mal migrant. Avec une surenchère médiatique mondiale, une chambre d'écho, grand titre, déportation massive. Images de gens déportés avec jambes et bras menottés, chaînes autour de la taille, à bord d'un avion militaire. Des reportages où on fait la chasse aux sans-papiers dans des écoles et dans des lieux de culte. Scandale. Mais au Canada, on suit la tendance. C'est un peu notre genre. Car avec le spectre de l'augmentation des tarifs douaniers aux importations canadiennes en Amérique, le body language est calculé. C'est un calcul politique, parce qu'on veut plaire à Oncle Sam. Donc également, le 20 janvier, la nouvelle a été coulée, ou en tout cas émise dans les journaux, que le ministère fédéral de l'Immigration s'apprête à supprimer 3 300 emplois au cours des 3 prochaines années. Si on trouvait que le traitement
des dossiers des demandeurs d'asile et de statut de réfugié prenaient du temps, on va être bien servi dans les prochaines années. Mais pour moi, c'est surtout le sous-texte qui compte. Le Canada n'accueillera pas autant de migrants dorénavant. Nous sommes en surcapacité de nos moyens d'accueil. Et surtout, le bas qui blesse et l'amalgame des mots canadiens, pénurie de logements abordables, accès aux soins, déclin du français aux migrants. La diabolisation des migrants, ce bouc émissaire tellement pratique en ces temps d'adversité collective. En 2019, quand j'étais présidente de Médecins sans frontières, j'ai fait le couloir migratoire, soit le Triangle du Nord, en Amérique centrale. Puis j'ai assisté à l'arrivée des migrants déportés des États-Unis à San Pedro de Sula, au Honduras. En les entendant dans l'aérogare, il y avait trois détails qui frappaient. Les barreaux dans les fenêtres, l'autobus de transfert militaire, puis des gens en camouflage pour accueillir. À ce moment-là, à chaque semaine, il y avait des vols nolisés des États-Unis à San Pedro au Honduras. Les gens qui étaient déportés, c'était des gens qui avaient vécu aux États-Unis, certains pour quelques jours, plusieurs pendant des années. Et ce qui était frappant, c'est que tous ces gens-là marchaient calmement, prenaient docilement la boisson chaude qu'on leur offrait, un taco, un petit sac à dos vert lime pour les garçons, puis jaune serein pour les filles, offert par les volontaires de la Croix-Rouge. C'était ce qu'on nous donnait pour commencer sa vie. Un petit kit de toilette bonifié, genre classe économie premium, un tube de pâte à dents, une brosse à dents, un peigne, un déodorant, un savon. Et les filles, bonus, crème à main. Mais il y avait un élément critique dans ce sac-là. C'était une paire de lacets. Et chaque fois, c'était le même rituel. Les gens prenaient tout ce qu'on leur donnait, le café, le petit sac, le taco, puis s'assoyaient sans un mot, et de façon très cérémonieuse, en silence. Ils remettaient les lacets à leurs chaussures. Personne buvait son café, personne profitait de l'appel gratuit du 3 minutes. Priorité, lacets. Car ces lacets sont les signes emblématiques d'une liberté retrouvée, mais surtout d'une dignité retrouvée. Les faits. 281 millions, le nombre de migrants internationaux, 3,6 % de la population mondiale. 120 millions sont en déplacement forcé. La moitié, c'est des déplacés internes. 40 % sont des enfants. Il faut se le rappeler, à chaque minute, 20 personnes dans le monde quittent tout pour leur sécurité, pour leur vie. Les réfugiés sont passés de héros à fardeaux à aujourd'hui la source de tous nos maux. Mais qu'on soit clair, la plupart de ces réfugiés-là, même si on se plaint ici, 70 % sont accueillis dans le pays voisin dont ils fuient. Mais je ne peux pas me permettre, parce que moi je suis un humanitaire qui a travaillé dans la guerre, de parler des conflits sans limite, parce que c'est aussi, ça génère des déplacements sans limite. Quand la population civile, quand les infrastructures civiles sont devenues des cibles légitimes, il y a des déplacements sans limite. Au Soudan, on l'a vu, en Ukraine, on l'a vu en Éthiopie, là en République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi parler des attaques sur les hôpitaux qui sont devenues un fait divers. En 2022, il y en a eu 1730 attaques sur la mission médicale. 75 % étaient en Ukraine, 11 % dans les territoires occupés. En 2024, 1500 attaques, plus de 1500, 43 % dans les territoires occupés, 29 % en Ukraine. Il faut quand même se rappeler qu'à Gaza, les gens ne pouvaient pas fuir. Les migrants, on le sait, sont en déplacement forcé pour plein de raisons. Ils fuient la guerre, la persécution, la famine, le crash économique, puis ils cherchent aussi un rêve, ils cherchent un futur. Il n'y a pas de bons et mauvais migrants, je le redis, quoique il y a quand même une empathie asymétrique à l'égard des différents groupes qui se déplacent. Il y a eu les Ukrainiens, puis il y a eu les Gazaouites. Il y a eu les Ukrainiens et les Soudanais. C'est comme ça. Moi, qui est le produit
la migration, je peux vous dire qu'il n'y aura jamais un mur trop haut, une mer trop dangereuse, un passage trop périlleux pour empêcher un parent de rêver pour le futur de son enfant. C'est universel, mon père me l'a toujours dit. Donc, que ce soit du Soudan, de la RDC, d'Haïti ou du Venezuela, les gens qui fuient pour survivre ou pour une vie meilleure sont prêts à payer beaucoup. Le prix odieux de perdre leur humanité et leur dignité. Moi, je vous dis, il faut rejeter ces politiques qui mettent le pouvoir politique ou la rétention du pouvoir en tension envers les gens en besoin de protection, d'un futur sécuritaire, et de façon décomplexée des politiques qui dénudent les gens de toute humanité. Ce n'est pas parce qu'on a traversé une frontière qu'on n'a pas le droit à la dignité, qu'on est devenu un sous-humain. Il faut dire non à la déshumanisation. Nous devons changer ces politiques de migration temporaire qui sont des terreaux fertiles pour de l'abus et de l'exploitation des travailleurs temporaires. Le rapport de Amnesty International, Le Canada m'a détruite, sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses migrants au Canada est un rapport absolument poignant à lire et dénonciateur de la prédation sur la vulnérabilité intrinsèque d'un migrant temporaire avec contrat fixe. En conclusion, en commémoration à l'Holocauste, je me permets de faire référence à Stéphane Hessel qui dit « Indignez-vous. Indignez-vous contre l'abus. Indignez-vous à la maltraitance. Indignez-vous à l'exploitation. » Merci. Je ne sais pas comment suivre après ça. Merci beaucoup, Dr. Liu. Je me présente, Mika Guerrier, chroniqueur, entre autres choses, mais surtout, je vais être l'animateur du panel où on a quelques invités qui vont nous parler de leur expérience. Avant de débuter, je veux juste dire deux choses. Un, pour me libérer moi, mais aussi pour pas que ça me reste en tête tout le long. Dr. Liu, j'ai une amie qui m'a écrit ce matin qui m'a dit « Ah, tu vas animer le panel. Je rêve d'habiter avec la docteure pour pouvoir l'entendre parler tous les jours. » Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la blague. Donc, salutations. Ouais. Je lui ferai le message. J'espère qu'elle écoute en ligne. Et c'est drôle parce que c'est une de mes amies qui est toujours très impliquée socialement, qui m'a poussé, entre autres, à écrire des cartes postales il y a quelques années à des prisonniers politiques pour Amnesty International. Donc, c'est un moment quand même très intéressant. Donc, je me permets de faire la blague. L'autre chose, c'est qu'après vous avoir entendu parler, je me dis toujours, mais pourquoi j'accepte d'animer ce genre d'événement? Je devrais pas. Je déteste ce genre d'événement-là parce qu'après ça, j'ai le moton, puis j'ai de la misère à m'exprimer, puis je cherche mes mots, puis je pars dans mes pensées. On m'a dit, ben c'est à toi. Oui, mais désolé, j'écoutais il y a un instant. Donc, ce sont des témoignages comme le vôtre qui sont importants, mais surtout comme ceux qui vivent ce dont le rapport sur les permis de travail et les travailleurs étrangers temporaires, ceux qui les vivent en fait eux-mêmes lorsque le message vient d'eux, je pense qu'il est encore plus touchant. Donc, je vais demander à nos invités de se présenter eux-mêmes parce que je pense que c'est d'eux dont il faut parler aujourd'hui. Je leur ai demandé leur nom un petit peu plus tôt, puis quel nom on utilise. Donc, ils vont pouvoir le choisir. Donc, on va commencer. We'll start. Actually, I'm going to do it in English before we move on to presenting our guests today. My name is Mika Guerrier. I'm a host, but also a columnist in mostly French media, but also in English. Once in a while, I was making a joke earlier about Dr. Liu. I won't make that joke again in English because I think you have translators, so it'll be perfect. And it's not as funny when you have to translate it. So very glad to be here today. We'll be talking about people who actually lived what the report is talking about. I think that the message is always stronger and more impactful when it comes from people who actually lived it. I heard earlier one of our guests on the radio and actually stopped and cried in my car because it reminded me of the story of my parents, but also a lot of people from my community, from the Haitian community, what they lived, what they went through, and what people are still going through today in 2025. So I will now leave the mic to our guests, and maybe we'll start with you, Erica. I want you to maybe introduce yourself and tell us a little bit about you quickly in about a minute. I know it's a little short, but we'll start with that. Give you the mic.
Thank you very much. My name is Erika Guevara Rosas, and I'm the Senior Director of Research, Campaign Policy and Advocacy at Amnesty International, at our International Secretariat. I'm from Mexico, and I am coming here from Mexico City. Thank you very much for the welcoming weather. I had the privilege to work with many of our colleagues who have been working on this research and producing this report, including my dear Marisa and other colleagues who have been working with our sister organizations, making this report possible as a tribute to those who have speak up against the abuses and the violations of human rights. But then I've been asked to talk about myself, and just to say that as a migrant worker myself, many years ago, it's very personal, this report. It touches a lot of the history of our families, of our communities. I come from Guerrero, one of the most violent and unequal states in Mexico, and where a large percentage of our population have crossed a border to seek better conditions of life and to protect themselves. So this is me. Thank you for welcoming. And I'm going to pass it, or? Oh, they have their own mic. Je demandais à Carole si vous pouvez prendre le micro devant vous et vous présenter. Allô, bonjour, je m'appelle Bénédicte Carole Zé. Je suis une ancienne travailleuse avec permis fermé. J'ai travaillé avec le permis fermé de 2016 à 2018. Et aujourd'hui, je suis avec Amnesty et aussi DTMF et beaucoup d'autres associations comme CTI et Solidarité sans frontières. Parce que j'ai ce rêve-là de mettre fin à tout ce système immigratoire ignoble que j'ai vécu, et peut-être j'ai espoir que d'autres personnes ne vont pas vivre ce que j'ai vécu. Merci. Merci beaucoup, Carole. Maximiliano. Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano. Soy mexicano, soy un trabajador temporal acá en Canadá. Y gracias Amnistía por la invitación para estar acá con ustedes. Yo vine para hablar un poco del abuso de mi empleador con base a un permiso cerrado. Es muy difícil estar en una situación así cuando no recibes tu salario debido y que recibas gritos y maltratos por tu empleador. Es muy complicado. Muchas gracias. Là, je regrette de ne pas avoir pratiqué un peu plus mon espagnol lorsque j'étais au secondaire et en voyage, mais gracias. Au moins, je connais ça. Marisa? Merci. Bonjour tout le monde. Vraiment contente de vous voir ici, puis bienvenue aux personnes qui sont en ligne aussi. Mon nom est Marisa Berry-Mendez. Je suis responsable des campagnes chez Amnesty International Canada francophone, et je suis là parce que j'ai travaillé sur ce projet du rapport, et je vais travailler sur la campagne qui est basée sur les constats du rapport dès le début. Merci beaucoup. Quelques petits messages qu'on m'avait demandé de faire. Si je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne, il y a de la traduction, comme vous le savez. Plusieurs personnes ici ont également la traduction. S'il y a un problème technique, vous pouvez en discuter avec les gens qui sont en ligne. Il y a des gens par la connexion Zoom qui vont pouvoir vous aider dans une conversation privée, donc ça pourra vous aider si vous avez des problèmes techniques. So quickly, for people who are online, I know that it might be difficult if you have technical difficulties. For instance, well, you can talk to someone in private, in the private chat. They'll be able to help you if there's a disconnection or anything else. I think that's pretty much it for the messages, if I'm not mistaken. On va commencer tout de suite. J'aimerais commencer. I'll start with you, Erica, because you work on that report. I just want to know how important is that report to document, but also to be a testimony of what migrant workers have to go through when they migrate and when they work for different companies with that permit, that closed permit.
Well, and just to take 1 second to welcome everyone here and who is accompanying us online, our sister organizations in particular, because it's been a joint effort, an incredible effort, and because you've been for decades denouncing these systems of oppression. And first of all, I would like to put this report in context, in global context. We are experiencing all over the world what we call the politics of demonization. And we heard from Dr. Liu the dehumanization that happened, the othering that is happening, particularly coming from popular authoritarian leaders that are using a narrative to accuse a group of people of all the wrongs that are happening in their own countries. And this is not new. We have seen this for decades and decades, centuries and centuries, when we are othering particularly those groups of people that are at the margins, that are more vulnerable to human rights violations and abuses. And those people who are the legacies, we are the legacies of colonialism, racism, and multiple other forms of oppression. So these politics of demonization are kind of not only increasing in terms of frequency in different countries around the world, and not only in the global north, also we are experiencing similar situations in the global south, where our populations are being othering in other parts of the world, and I'm speaking on my own experience as Mexican. You know, we know Trump in particular has been using Mexicans as creating this dehumanization, this othering, but at the same time in Mexico, our systems and our policies do the same to people from Central America, from Colombia, from Venezuela, that are trying to enter the territory to seek protection or better conditions of life. So it is something that is inherited, a legacy of this colonial mentality and policies that unfortunately continue to feed the narrative of these populist authoritarian leaders. And it's not only growing in frequency, but it's also creating conditions for exploitation and abuse. It's using these people, this group of people, to justify policies of repression, policies of criminalization, the militarization of borders, the restriction of the systems that are intended to welcome people from other parts of the world, and creating conditions for people to be exploited, abused, creating conditions for trafficking, creating conditions for dehumanizing groups of people. So when you talk specifically about the relevance of this report, I have to say that for many people around the world, particularly from people in Mexico, for instance, when we think about Canada, we always think about that place, that country that we want to be. A country that is respectful of human rights, a leader, a global leader that is denouncing the violations of human rights that happen in other parts of the world, a legitimate voice to defend our systems of protection around the world. And when you document a report whose title is "Canada Has Destroyed Me, Labor Exploitation of Migrant Workers in Canada," it contradicts that narrative of the perfect paradise where human rights are respected. So this report is relevant not only because we are denouncing what many people have denounced in the past, many sister human rights organizations that have been working to document these abuses, but more importantly, we are documented what many people, such as Max and Carol and many others whose voices and testimonies have been collected for this investigation, have been denouncing. It becomes extremely current and urgent in this context, in this global context that we are experiencing. It becomes very, very relevant because it is about the protection of the human rights of those people who are more vulnerable to abuses, those that are invisible to the eyes of our society. When I sat this morning to have coffee and a bagel in a coffee shop very nearby, we are sitting and having a conversation, and we never reflect on how the coffee, how the food that is on our table is being produced, and more important, at what cost. Until you listen to the testimonies of people that are telling you that in order to bring that food to the table, they have to endure abuses and atrocities. They are constantly
in situations where the abuse, the exploitation is happening, where sexual exploitation and abuse, particularly against women, are happening every day in this country, while we are sitting having our food at the table or having medical attention or putting our elderly in centers of care. So it is a call, an urgent call to the government, but it's also an urgent call to society. And it's what becomes very relevant, particularly when we have a new Trump administration that is utilizing the same narrative against people, is demonizing those who are sacrificing themselves and their families and their communities for the good of the societies where they are living. Thank you. And if I may add, je me permettre un petit commentaire politique. On parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Dr. Liu a parlé de comment ça déborde ici, chez nous. Ben, ça déborde dans notre vie de tous les jours. Quand on parle de fruits et légumes, ce sont des travailleurs qui sont cachés, mais il y en a aussi dans nos commerces visibles. Et lorsqu'on parle de les intégrer chez nous, on parle de la langue et tout, on parle de comment ils peuvent s'adapter à notre culture, mais on parle rarement à comment on les aide. Est-ce qu'ils ont les conditions pour apprendre notre langue, pour s'intégrer chez nous? Lorsqu'on voit comment ils sont exploités, ben, c'est un petit peu difficile dans l'échelle de priorité de mettre apprendre la langue en haut de la liste. C'est plate, mais malheureusement, ça arrive. Justement, Erika Maximiliano, vous avez vécu justement ce que c'est d'être un migrant ici, chez nous, avec un permis de travail de travailleur temporaire qui vous emprisonne en quelque sorte avec un seul employeur et ça cause plusieurs problèmes. C'est ce que le rapport nous indique. Personnellement, j'avais une petite idée. J'ai une amie, pour la petite histoire, qui travaille, elle, dans une boulangerie. Elle est française et elle a certaines difficultés. Elle est un peu prise. Les journées de congé, par exemple, qui ne sont pas toujours payées, les journées fériées également, où on travaille en arrière-boutique dans des conditions qui sont, somme toute, acceptables, mais inacceptables pour quelqu'un qui serait né ici. Dans vos cas, à tous les deux, on parle de conditions qui étaient beaucoup plus difficiles que ça. Parlez-nous, Carole, de ce que c'est de venir ici comme migrant et ce que vous avez eu à endurer. Merci. Je vais commencer par remercier Amnesty qui me donne cette opportunité de dénoncer les abus et de pouvoir militer pour le changement, parce que si je suis ici devant vos juges, c'est parce que je crois à ce changement-là. Moi, j'arrive avec un permis fermé. Je suis d'origine camerounaise et quand je prends la parole aujourd'hui, j'ai un peu plus mal parce que le Cameroun est un pays africain et nous savons que le pays africain est riche dans tous les sens du terme, que ce soit en ressources minières, que ce soit en terres fertiles, et que nous nous retrouverons en train d'immigrer, pas par choix, parce que ce n'est pas un choix voulu, mais parce qu'on n'a pas des conditions favorables chez nous, des conditions sont insécures, et beaucoup sont obligés de fuir à cause des guerres, et tout ça, c'est honnêtement à cause de la colonisation. Et le fait qu'aujourd'hui, j'immigre dans ce pays de rêve qui est le Canada, parce que j'ai vu dans les médias, on parlait de Canada, pays de liberté, de choix, et je rêve depuis mon enfance. J'arrive au Canada où j'ai été esclave pendant 2 ans. J'arrive au Canada effectivement en 2016 en laissant mes enfants. La petite n'a que 6 ans et le petit garçon n'a que 13 ans. Moi-même, à l'époque, au Cameroun, j'avais mon entreprise à moi. À cause des conditions difficiles que je vivais, je me retrouve en train de tout vendre pour pouvoir payer un permis d'esclavage, parce que c'est ce que j'appelle, j'ai payé mon permis d'esclavage. Je me retrouve en train de donner plus de $10 000 et j'arrive au Canada avec un permis fermé de 2 ans dans une ferme. Et dans cette ferme-là, malgré que je m'exprime en français, je tiens à souligner le fait que je m'exprime en français pour vous amener à conscientiser ceux-là qui ne s'expriment pas en français, ce qu'ils auront pu vivre. Malgré que je m'exprime en français et que j'ai bien lu mon contrat de travail, je me retrouve au Canada, on me dit ce contrat de travail, je dois l'oublier. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit qui sera sur le terrain. Ça signifie que comme dans le contrat de travail, je devais avoir 1 jour de repos par semaine. Alors, on me fait comprendre que je n'ai pas droit au jour de repos, je dois travailler 7 jours sur 7. Et comme dans le contrat de travail, je devais travailler à la ferme, m'occuper des poulets, des dindes. Et
lever les œufs tous les jours, on me dit ce n'est pas seulement ça que tu vas faire, tu vas aussi travailler à la bénisterie, tu vas être femme de ménage, tu vas faire l'entretien ménager, tu vas planter les arbres, tu vas aller travailler au champ et tu vas aller travailler à la ferme de mon fils. Ce qui me donne des heures interminables. Je me retrouve en train de travailler de 7 à 20 heures, des fois de 20 heures à 7 heures du matin, nuit et jour. Je n'ai pas un emploi du temps. On me fait comprendre que je n'ai pas droit au téléphone. Pendant 1 an, je ne savais pas que j'avais droit au téléphone parce qu'on m'a fait comprendre que les travailleurs temporaires n'ont pas droit au téléphone. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas avoir droit à l'information et je ne peux pas avoir droit au monde à l'extérieur. Et en dehors de ça, je suis une femme, je vis les harcèlements sexuels, dont je ne vais pas m'attarder. J'aimerais oublier beaucoup plus. Je vis les harcèlements psychologiques, ce qui fait que mon employeur me fait comprendre que si je tombe malade un jour, on me renvoie dans mon pays. Si je me plains, on me renvoie dans mon pays. Je vis comme une forme de lavage de cerveau, de peur, parce que je ne peux rien dire contre mon employeur, je suis obligée de subir. Le seul espoir que j'avais, c'est qu'il m'a promis qu'il allait faire un programme pour faire venir mes enfants 1 an après. Alors j'avais toujours espoir que si je supporte tout, au moins j'aurai mes enfants auprès de moi. Mais je travaille comme ça pendant 1 an. Les 1 an, je subis tout ça à des heures interminables. Le jour où j'ai travaillé peut-être de 7 heures et que j'ai fini à minuit et qu'on m'a demandé de recommencer à 3 heures pour suivre les dindes toute la nuit, ce qui fait que des heures sont au-delà de 80 heures à 90 heures la semaine. On me fait comprendre qu'on ne peut pas te payer toutes tes heures parce que sinon les normes du travail seront derrière nous. Mais on ne me dit pas où va partir le reste de l'argent de mes heures travaillées. Donc, ce qui fait qu'on me paye les heures selon l'employeur et non selon les heures travaillées. Et comme je punchais, à des moments, on est obligé de mettre le correcteur sur les heures que j'ai finies et mettre les heures qu'il arrange et je ne dois rien dire. Sans compter que j'ai payé, mais le recruteur utilise ma carte de débit pour se servir. Donc, je n'ai même pas accès à ma propre carte de débit. Je l'ai vécu ici pendant 1 an. Après 1 an, j'ai vu que j'allais mourir. Parce que je commençais déjà à faiblir et je savais que si je tombe malade, on me renvoie. Et si on me renvoie, je n'aurai plus la même force que je suis venue avec. Je n'aurai plus les mêmes moyens parce que mon argent, j'ai tout vendu pour venir ici. Et je ne veux pas que mes enfants me voient faible. J'ai fait ça pour eux. Mon fils m'a dit, va au Canada, ça sera bien pour nous. On a de l'avenir là-bas. Je ne veux pas décevoir mon fils. Désolée. Ce qui fait que je suis obligée de commencer à chercher comment m'en sortir de là. Et là, je crée un moyen de crèche. Je dis, je veux des crèches africaines à mon employeur parce que je savais qu'il n'y en avait pas dans la région. J'étais en région éloignée, il n'y en avait pas à côté. Alors, on trouve une adresse d'une coiffeuse au Canada. Et par chance, la coiffeuse en question est de mon pays. J'arrive vers elle, je ne la connais pas. Heureusement, il y avait beaucoup de femmes au salon aussi. C'était peut-être la chance, et les femmes sont comme dérangées que je sois avec un garde du corps qui me suivait. Il y a un homme et il dit à l'homme de partir parce qu'il se sent mal à l'aise. Il n'y a que des femmes qui peuvent revenir me chercher après. Et c'était ma première fois où je me retrouve seule, avec le monde extérieur. Et j'ai exposé à la coiffeuse ma situation en pleurant. J'avais peur pour mes enfants et tout. J'étais seule, mais j'étais tout pour mes enfants, je ne voulais pas mourir. Elle n'en revenait pas, elle m'a demandé si c'est vrai que je vis au Canada, qu'elle n'a jamais entendu parler, elle ne savait même pas que le permis fermé existe. Alors, c'est elle qui me prend à son aile, qui prend mon numéro, qui prend mon adresse, le numéro de la ferme, bien sûr, parce qu'à l'époque, je ne sais pas que j'ai un portable, et qui me laisse repartir. Elle revient me visiter à la ferme et mon employeur voit que j'ai la visite de l'extérieur et un numéro de l'extérieur qui l'appelle pour me parler. Alors, vous pouvez imaginer le sort d'harcèlement que je me suis mis à vivre par après. Il est venu me dire, moi qui n'avais même pas l'intention de porter plainte, que je te vois venir. Si tu comptes me porter plainte, je suis un Québécois, je suis multimillionnaire, tu ne peux rien me faire chez moi, je peux te tuer, rien ne va m'arriver, donc tu as intérêt à rester tranquille. Là, j'avais encore plus peur. Malgré que la coiffeuse m'a dit comment je pouvais avoir le téléphone et que par après, j'ai eu le téléphone et m'a demandé de quitter de là, mais j'avais peur. J'ai fait encore presque 1 an là
il a fallu que je tombe malade, que le gestionnaire de l'ébénisterie m'amène à l'hôpital comme interdite de travailler à l'hôpital parce que je suis malade. Et je rentre, mon employeur me dit non, 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 tu vas travailler parce que mes poules pondent tous les jours. Est-ce que parce que tu es malade, mes poules ne vont pas pondre? Non, alors va lever les œufs. Je suis allée lever les œufs, je me suis presque évanouie là-bas, j'ai appelé la coiffeuse. Elle m'a dit, si tu meurs, je vais me sentir coupable toute ma vie, que tu veuilles ou pas, je viens de te prendre. Elle est venue me prendre après 2 ans d'esclavage. Et c'est une histoire que j'ai vécue et que des milliers de personnes vivent malheureusement. Merci. Merci beaucoup, Carole. Je vous ai entendu à la radio ce matin, c'est ce qui m'a donné le moton. Une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est exactement ce qu'on lit dans nos livres d'histoire il y a plusieurs années. On se dit, ça n'a pas de bon sens dans le temps. Bon, puis quand les gens nous disent, ouais, mais là, ça fait 400 ans, il faut en revenir, on a juste à se tourner, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça se passe chez nous. Et l'autre chose qui m'est venue en tête, un peu plus lumineux, vive les tresses africaines. Tout ce que je dirais. Maximiliano, je vois que vous êtes un peu ému aussi par cette histoire. Tell us a little bit about your story. Je sais que ça va être en espagnol. A little bit about your story, what you had to go through when you emigrated here in Canada. Hola, buenos días. Soy Maximiliano, un trabajador temporal mexicano acá en Canadá. Yo comencé a venir a trabajar en 2017 con un permiso de trabajo cerrado. Trabajaba 6, 8 meses por año. Al principio las cosas funcionaron bien, pero con el paso del tiempo se fueron complicando. Porque siempre trabajé de lunes a domingo, de 12 a 14 horas, todos los días, sin un día de descanso, sin un break, bajo circunstancias no buenas, con gritos o en veces hasta golpes, con situaciones no normales de vivir en la casa con tu empleador y que te tratara mal, que le pisaras el piso, lo vas a rayar, te gritaba fuerte. En la cocina no podías cocinar porque el aceite, el olor de la comida no le gustaba. Difícil estar en una situación así. Además, no tenía un lugar íntimo, una habitación íntima, era como un simple pasillo donde dormía, donde daba acceso a otra casa, donde podían pasar otras personas. En el trabajo era mucho trabajo a la vez. No sé la palabra exacta que diría, pero llegué a trabajar en situaciones no buenas, por ejemplo, trabajar entre animales muertos durante 3 meses. Soportar los gritos del empleador y los malos gestos. Además, nosotros venimos con la idea de trabajar, o sea, vienes con esa idea de venir a un país, de que vas a trabajar y en ese momento te topas con la situación muy diferente. Es algo que entras en shock porque no puedes ayudar a tu familia como tú lo piensas. Es que entras en una situación donde todo te preocupa
Por ejemplo, con mi empleador, cuando las cosas se comenzaron a poner mal, ella decía que tenía muchos problemas de dinero, problemas con otras personas que obvio no eran mis problemas, sino problemas de ella. Y ella me culpaba a mí, ella estaba enojada todo el tiempo como si yo tuviese la culpa de lo que estaba pasando y en realidad no era mi culpa, sino eran cosas que la afectaban a ella y de todos modos era yo quien recibía toda la descarga de su molestia, de su enojo. Y fue mucho tiempo el que yo estuve así, 8 meses, de los cuales vine en marzo. Eso ocurrió en marzo de 2022. Estuve trabajando con ella de marzo a noviembre, al 15 de noviembre, cuando fue que ya yo estaba demasiado harto, se podría decir, de la situación. Busqué ayuda con el organismo RADMAC, gracias por ayudarme. Igual busqué ayuda con el Consulado de México, hice preguntas a FERM y ahí fui buscando con miedo, pero fui avanzando poco a poco y hasta que se llegó el momento en que RADMAC pudo sacarme de ese lugar donde era gravemente la situación de estar trabajando desde marzo hasta noviembre. Mi patrón solo me pudo pagar pequeñas cantidades de dinero de marzo a abril y le trabajé gratis de mayo hasta noviembre porque igual puse la demanda con la CNSST que está en un proceso, según tengo entendido que es un proceso largo. Hasta ahorita, eso ocurrió en 2022, hasta ahorita no sé nada de lo que ha pasado con esos, digamos, 6 meses que trabajé para la persona. Es, ¿cómo le podría decir? Es mucho tiempo que me debe de trabajo, muchas horas de trabajo que no me fueron pagadas durante 6 meses. Yo salí de esa farma en noviembre con la ayuda del RADMAC y llegué a Montreal. Y es difícil adaptarte, estar con esa sensación de cómo va a ser tu próximo trabajo, qué va a pasar contigo, con qué barreras toparás. O sea, es difícil llegar cuando tú no hablas, no te puedes comunicar en el lenguaje del país donde estás. Es complicado donde no conoces a nadie, donde no tienes la ayuda de nadie. Es realmente difícil no saber la situación que pasará en ese transcurso de ese periodo. En lo que yo esperé para un permiso de trabajo abierto. Estar en la situación con un permiso de trabajo cerrado es muy difícil porque no tienes oportunidades de buscar otro trabajo donde no tienes la oportunidad, te sientes como propiedad de tu patrón con un permiso de trabajo cerrado. No tienes posibilidad de buscar otro trabajo donde puedas, claro, obtener un salario para sobrevivir y enviar dinero a tu familia. Y claro, ya que yo obtuve mi permiso de trabajo abierto, fue muy fácil para mí. Después de que yo obtuve mi primer trabajo, fue fácil con ese permiso de trabajo porque podía buscar trabajo donde yo quisiera. De hecho, tuve 2 trabajos. Podía tener la posibilidad de buscar donde mejor me conviniera. Y con un permiso cerrado es complicado, es difícil. Tienes que estar sujeto a las condiciones y lo que tu patrón dice, tienes que hacerlo. No te tienes que salir
para ellos es como tienes que obedecer, seguir las reglas que ellos dicen. De igual manera, en veces mi patrón me hacía cuestionarios, ¿cómo le diría? Me decía cosas inapropiadas, como, por ejemplo, fue muy difícil al momento que las cosas estaban así, seguir conviviendo con esta persona, mucha desconfianza en mí vivir con ella, porque en momentos, disculpen la palabra, pero yo diría son cosas estúpidas, de en un momento llegarme a decirme que quería poner, me ofreció veneno para ratas, o sea, fue difícil estar en una situación así. Yo estaba con mucho miedo, o sea, ya no sabía qué hacer, era demasiado para mí, no podía con eso, tenía miedo, en realidad mucho miedo. Y gracias a Radmac pude salir de ahí y buscar otro empleo. Ahorita estoy trabajando en otro trabajo, con un permiso de trabajo cerrado, pero gracias a Dios todo bien. Es un permiso cerrado y las cosas funcionan bien, estoy bien por el momento, pero yo diría que sería bueno de tener un permiso abierto para tener la posibilidad de que si tú estás en una situación como la que yo estuve, tengas la posibilidad de buscar otro trabajo, de tener una oportunidad más de buscar, de moverte en este país, de no sentirte aprisionado, de tener la posibilidad de buscar la manera de salir del problema y no continuar encerrado en esas malas situaciones. Gracias por escucharme y gracias por la invitación, Amnistía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias à tout, Maximiliano. C'est très apprécié. Merci. Thanks a lot. There's one, excusez-moi, j'ai enlevé les écouteurs. One thing that strikes me from Maximiliano's testimony is the fact that a lot of people have this thought that, oh, immigrants, they don't want to work, they're lazy and so on. But the question is mostly being free to work more and to be actually paid for what you do. Because the story of Maximiliano is a story of a lot of people that actually, they want to work. They just want their dignity. So it's something that we must not forget. Marissa, j'aimerais qu'on parle un peu de ce rapport et de l'impact qu'on cherche à avoir avec ce rapport-là aussi, parce qu'on a entendu des témoignages comme ça, beaucoup de gens qui vivent ça, comme le dit Carole, des milliers de travailleurs étrangers le vivent. Le rapport a pour but de mettre en lumière ces situations-là, puis de montrer à quel point c'est ridicule qu'on ait un permis fermé, ça emprisonne nos travailleurs étrangers. Vous avez quoi comme objectif à court, moyen, long terme avec ce rapport-là? Quel impact vous voulez avoir? Merci. Et merci encore à Carole, Maximiliano pour vos témoignages. Le rapport met sous la loupe le système, les problèmes systémiques avec le programme sur le programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada et aussi le système d'immigration canadien. Donc, on voulait, je veux juste souligner, on ne met pas sous la loupe les acteurs privés. C'est vraiment une question du système qui rend possible les abus et l'exploitation qu'ont vécu Maximiliano, Carole et même d'autres personnes. On a, vous allez voir quand vous parcourez le rapport, on a beaucoup de recommandations sur lesquelles on va travailler, mais on a deux constats principaux sur lesquels on aimerait mettre l'accent. Et heureusement, on a beaucoup de partenaires là-dedans, les organismes qui travaillent déjà depuis 10 ans, 15 ans sur cette même enjeu-là. Les constats principaux, c'est effectivement le fait que les abus et l'exploitation sont systémiques. C'est le système, le régime du permis de travail fermé qui ouvre la porte aux abuseurs.
Donc, la demande centrale de la campagne qu'on va mener suite à ce lancement, c'est l'abolition des permis de travail fermés et l'octroi pour toutes les personnes qui viennent travailler de façon temporaire au Canada, l'octroi des permis ouverts, pour que justement les gens aient la possibilité de quitter les emplois qui n'offrent pas des conditions décentes. Après, l'autre constat principal, c'était d'exposer la discrimination, la nature discriminatoire, non seulement du programme des travailleurs étrangers temporaires, mais du système d'immigration entier canadien. Donc, d'un côté, on a le programme des travailleurs étrangers temporaires qui cible des personnes racisées, des pays majoritairement racisés du Sud global, pour des postes majoritairement dans le programme dits peu qualifiés, qui vont possiblement être exploités, vu que l'exploitation est systémique dans ce... Pas systématique, évidemment, mais systémique dans ce programme. Donc, d'un côté, le programme est clairement discriminatoire. Les impacts sont clairement discriminatoires. Je vais parler aussi des intentions, parce que, oui, les impacts, il n'y a pas de doute que c'est les personnes racisés qui sont les plus impactés. Mais de l'autre côté, on a notre système d'immigration économique permanente qui exclut presque totalement ces personnes-là, qui privilégie des personnes avec des autres niveaux de spécialisation, des qualifications, et donc qui a lui aussi des impacts discriminatoires sur les personnes qui sont exclues. Et quand on regarde, donc on veut, je pense que pour répondre à la question, on veut chercher un changement fondamental dans notre système d'immigration pour que les personnes qui sont ciblées, qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre société, ne seraient pas exclues des programmes d'immigration permanente. Ça n'a pas raison, ça n'a pas lieu d'être. Et donc, on veut sensibiliser par rapport à cet aspect fondamental discriminatoire du système. Et je veux juste ajouter, pour vraiment bien illustrer, quand on regarde l'histoire des deux programmes, que ce soit le système de points pour l'immigration permanente ou bien le programme des travailleurs étrangers temporaires, que ses antécédents ont débuté en 1966, on voit que l'intention est discriminatoire. Avant ce moment-là, dans l'histoire, nos systèmes d'immigration étaient explicitement racistes. C'était clair, il y avait des lois, des politiques, des pratiques qui excluaient intentionnellement des personnes qui étaient non blanches. Après, dans les années 60, on a nos lois sur le multiculturalisme et on veut changer le système pour que ce ne soit pas si discriminatoire. Et c'est là où on voit l'introduction du système de points. Mais en accordant la possibilité d'immigrer de façon permanente uniquement à des personnes avec des autres niveaux de spécialisation et de qualification, on utilise en fait l'occupation comme proxy pour la classe sociale et donc la race. Donc, c'est clair que des personnes racisées peuvent être admissibles, mais les impacts, les critères d'admissibilité vont exclure beaucoup plus ces personnes-là en raison de leur race, leur classe sociale, leur genre, leur nationalité. En même temps qu'on a introduit, je vais aboutir. En fait, c'est parce que j'allais dire, c'est pour ça que mon amie pâtissière, par exemple, c'est plus facile pour elle d'immigrer ici que quelqu'un qui travaille dans un milieu agricole, par exemple, et qui n'a pas des études ou une spécialisation. Puis c'est drôle, mais mon amie pâtissière, elle est française caucasienne. C'est pas un hasard non plus, là. Voilà. Pour fermer la boucle, avant 66 et le début des programmes saisonniers agricoles, des travailleurs agricoles européens blancs pouvaient venir s'installer avec ses familles. Il n'y avait pas de question. C'est juste quand on a commencé à cibler les travailleurs noirs des Caraïbes qu'on a imposé le régime du permis fermé, la séparation familiale et la temporalité pour les travailleurs agricoles. Et après, les programmes se sont élargis pour inclure les autres postes dits peu qualifiés, etc. Mais c'est à ce moment-là, et dans cette même année, 1966, au Parlement canadien, il y a eu des discussions où des parlementaires disaient non, il n'y a pas de question d'avoir un permis de travail fermé
pour des travailleurs agricoles européens en même temps qu'ils étaient en train d'imposer ce régime pour les travailleurs des Caraïbes. Donc, on voit que les impacts sont discriminatoires et c'est vraiment le legs de notre histoire coloniale. Et donc, c'est ça. La volonté, c'est de sensibiliser et faire un changement. Et au final, c'est quand même à cause de ces travailleurs qu'on a des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes de criminalité. C'est clairement de leur faute. Vous aurez compris ici le commentaire un peu éditorial. Marissa, avant de quitter, on va avoir une période de questions. There'll be a period for your questions. Later on, in just a few minutes, I have questions. Je vais d'abord saluer M. Alexandre Boulris qui quitte. Merci. Je voulais absolument le noter parce qu'on parlait du Parlement canadien, puis je vous regardais un peu croche, là, c'est pas parce que je louche naturellement. Mais allez-y, on se reparlera, allez faire votre travail, on compte sur vous, grosso modo, c'est ça le message. Merci. Thanks. I just wanted to salute Mr. Alexandre Boulris, who used to be my representative in Rosemont, by the way, but I wanted to let him know that, yes, you can go and work at the Canadian Parliament. Marissa, avant de continuer, before the question period, what can we do as citizens to put pressure on Alexandre Boulris and his colleagues to actually see a change? Because we're pretty much like preaching to the choir right now. We're talking to people who actually are touched by those stories, that understand the impact on their lives, on our society as well. But if we want to see a change, what do we have to do, and how can we help on top of that? Merci pour la question. Je pense qu'il y a plein de volets d'action. La première chose qui me vient à l'esprit, après je vais parler de s'organiser, se mobiliser collectivement, mais parler aux gens autour de vous, parce que souvent dans nos familles, peut-être ça dépend évidemment si on est avec un organisme de justice sociale, c'est peut-être pas la même chose, mais parler avec le monde autour de nous. Je pense qu'on doit... il y a un grand travail de sensibilisation. Comme France-Isabelle, comme Mme Lieu l'ont dit, on y est avec ce programme-ci et c'est aussi en général pour contrer le discours toxique autour des personnes migrantes, nous assurer que les gens nous entendent des voix qui vont à l'encontre de ce type de discours. Donc, parler avec les gens autour de nous. Après, se mobiliser. Évidemment, je peux proposer beaucoup de façons de se mobiliser avec Amnesty International. C'est un petit peu ça la question aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, on va vous encourager à visiter vos députés. Il y a beaucoup d'organismes partenaires dans la salle, puis certainement au virtuel, des personnes qui sont associées à beaucoup d'organismes qui militent, qui prennent rendez-vous avec leurs députés. Je pense que ça, c'est fondamental. Tout le monde peut prendre rendez-vous avec leurs représentants élus pour leur parler de cet enjeu, puis pour dire que leurs constituants s'intéressent à cet enjeu-là. Puis je suis certaine que pendant la période de discussion, il va y avoir d'autres idées. Mais c'est ça, appeler, prendre rendez-vous avec votre élu. Nous, on va avoir une pétition, on va essayer de mobiliser les gens plus largement. Mais c'est ça, c'est parler aux gens autour de vous, puis passer à l'action aussi. Donc, s'indigner, c'est bien. Se mobiliser, c'est encore mieux. Pour la période de questions, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un micro sur les gens? Parfait. Avant de passer à la période de questions, je voulais demander à nos invités, surtout à Maximiliano, Carole et Erika, s'ils voulaient ajouter quelque chose. Did you want to add something to the discussion we had a few minutes ago? Moi, particulièrement, aujourd'hui, ma vie a un sens juste parce que je me dis qu'il y aura un changement. Parce que ce que j'ai vécu, aucun agent, aucun moyen ne peut faire oublier. Ça, c'est des traumatismes qu'on garde à vie. Et si on a espoir, c'est parce qu'on se dit qu'il y a un changement. Aujourd'hui, je milite dans beaucoup d'associations en dehors de Amnesty qui... me donne ce courage de me dire qu'il y aura un changement. Je milite aussi avec DTMF, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'association pour les droits des travailleurs des maisons de ferme. Je milite avec eux parce que j'ai
ils m'ont proposé une option de punition par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que je me dis, il faut une punition par rapport à ça. Et si cette action est punie, alors il n'y aura plus jamais des actions pareilles. Et alors, leur but, c'est de pouvoir amener le gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à ce programme esclavagiste qu'ils ont mis sur pied. Et aussi abolir ce programme de permis fermé en proposant à ceux qui viennent travailler, je dis ceux qui viennent travailler parce que nous ne venons pas demander leur monde, nous venons travailler, nous venons participer à l'économie, non seulement de ce pays, mais de nos pays que nous avons laissés, parce que nous nous occupons des familles là-bas, et ce n'est que comme ça que nous pouvons changer le monde en finissant la pauvreté un peu partout dans le monde. Donc, ce programme aussi DTMF propose aussi un programme d'abolition de permis fermés pour les personnes qui viennent travailler, qu'ils aient tous un permis ouvert, avec un programme de régularisation pour ceux qui viennent s'installer. Et c'est la même chose avec la CTI qui m'a sauvée dans ce moment difficile. Je tiens à préciser que quand je rencontre la CTI, 2 ans après que je quitte là-bas en 2018, je rencontre la CTI peut-être 6 mois après. Le premier avocat qui m'amène à rencontrer la CTI voit mes talons de paye et il voit les heures interminables que je travaillais. Et moi, je l'explique parce qu'il était tellement sidéré. Comment tu faisais 70 à 80 heures qui étaient sur mes talons de paye? Il me dit, mais comment tu faisais autant d'heures? Mais tu devrais être très riche. Mais la façon dont j'étais habillée, je paraissais très pauvre. Ça se voyait que je n'avais pas tous ces agents travaillés. Ils n'en revenaient pas. Et c'est là où il me met en relation avec la CTI parce que j'avais droit à un programme sur l'expérience québécoise que je ne savais pas. Alors, quand ils mettent un permis fermé, ils mettent des programmes très difficiles à atteindre. Ça n'a pas de bon sens. Alors que s'ils mettaient un programme de régularisation pour ceux qui viennent d'arriver, cela ne serait jamais arrivé. Et on a enlevé plusieurs travailleurs parce que le même employeur n'a pas été puni. Il a continué à faire venir des personnes et j'ai pris conscience qu'il fallait arrêter ça quand on appelle la CTI et c'est d'autres employeurs qui ne savent pas que je travaille avec la CTI qui sont victimes. Je tiens à préciser qu'un Camerounais est mort avec ce programme-là qui venait pour le même employeur qu'on a réussi à enlever à la CTI qui est reparti en permis fermé. Il est mort, il sera oublié, on ne va plus jamais parler de lui. On en a enlevé beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui il est puni? Je ne sais pas. Mais ça signifie qu'il n'y a même pas de punition pour nos bourreaux. Donc, le fait que les personnes peuvent venir avec un permis ouvert et un programme de régularisation sécurise les vies. Et dans le même programme ou le même élan de sensibilisation, je veux qu'on demande à tout citoyen québécois ou à tout Québécois, est-ce qu'il aimerait qu'on fasse ça pour lui? Est-ce qu'il aimerait être bloqué à McDo et ne pas avoir le droit de travailler ailleurs, même s'il est fouetté, même s'il est violé, même s'il est abusé? Ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse de façon, il ne faut pas que nous fassions ça aux autres personnes. Donc, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que je participe à beaucoup de luttes avec beaucoup d'associations. J'espère qu'il y aura des consciences, j'espère qu'on ira même dans des écoles, commencer à conscientiser les enfants pour enlever ce racisme, parce que c'est ça le mot, ce racisme, cet esprit discriminatoire aux petits enfants afin qu'ils comprennent que tous les êtres humains sont égaux. Nous avons beaucoup de luttes à faire pour sauver le monde, comme des changements climatiques. Nous ne devions plus retourner 400 ans en arrière en imposant l'esclavage humain dans cette société où nous sommes aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Carole, pour ce cri du cœur. On va prendre vos questions, si vous en avez. En ligne, je ne suis pas certain comment on fonctionne en ligne, s'il y a quelqu'un qui va nous... Parfait. Il y a 2-3 personnes. Il y a quelqu'un à l'avant ici, juste ici, avec le chandail rouge. Parenthèse, il y a une chose qui me hante l'esprit aussi depuis le début. Vous aurez remarqué que j'ai souvent l'esprit qui divague, mais j'écoute. Moi, c'est le mythe du on travaille 7 jours de suite. On ne travaille pas 7 jours de suite en passant parce qu'il y a un autre 7 jours qui vient avec. Donc, on travaille sans arrêt au final. Puis ça, on l'oublie des fois qu'on dit les gens, ils travaillent 7 jours sur 7. Non, parce qu'après ça, il y a un autre 7 jours qui repart. Donc, souvent, c'est plus 20, 21, parfois 30 jours, parfois plus, sans congé.
pouvez juste vous imaginer. Puis je pense que ça a plus d'impact aussi qu'on dit, comme Maximiliano disait un petit peu plus tôt, je travaille 7 jours sur 7. Ouais, je suis désolé de t'apprendre que tu as peut-être travaillé 20 jours aussi de suite et plus. Donc, je trouve que c'est le genre de détail, en tout cas moi, qui vient me chercher. Je dois être un petit peu TDAH, là, mais ça me vient comme ça. Question? Oui. Bonjour, mon nom c'est Levelt Michaud, je travaille pour Action Réfugiés Montréal. Ma question est la suite. D'abord, merci pour ce beau panel, pour ce que vous avez présenté. Merci pour votre courage d'avoir osé dire haut et fort, ce qui dérange beaucoup. Alors, ma question, c'est plus pour Amnesty International. Donc, ça, c'est un problème récurrent. On le connaît. On a comme l'impression, parfois, on s'accorde au discours politique ou les gens qui décident qu'il y a un problème qu'on doit arranger. Mais en même temps, on a comme quelque part une force invisible. Tout le monde connaît le problème, mais sans doute ça a bougé depuis. Mais on sent qu'il y a un gros qui est là. Est-ce qu'il vous arrive parfois de croire que vous battez contre le vide ou quelque chose qui empêche que les choses avancent? Et qu'est-ce qui empêche vraiment, lorsque tout le monde est aussi conscient de ce problème palpable, vital, et que ça ne change pas d'un coup? Et pourquoi? Oui. Moi, je peux commencer. Donc, sur le sujet, c'est une question intéressante si on parle des initiatives, des efforts de plaidoyer, de mobilisation, etc., dans le cadre de ce programme-ci, le programme pour les travailleurs étrangers temporaires, parce que ce n'est pas un nouvel enjeu. Nous, on ne dévoile rien en particulier, on ajoute notre voix, et le gouvernement est très conscientisé. Et je dois dire, je pense qu'il y a une certaine écoute dans le sens qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des changements à travers les années, à travers les dernières décennies, mais le problème, c'est que toutes les initiatives sont comme des initiatives de pansement, comme des choses qui ne s'attaquent pas au problème à sa racine. Les racines de la vulnérabilité à l'abus et l'exploitation qui sont le permis fermé et le statut précaire, le manque d'accès à un statut sécuritaire. Et donc, ce sont des choses, des initiatives qui ne règlent pas le problème. Donc, j'ai l'espoir, évidemment, on est dans un contexte qui s'empire, qui se rend encore plus difficile, puis on est en train de voir comment on gère avec ça, mais il y a eu un certain progrès limité, et donc moi, j'essaie d'être optimiste par rapport au fait que si on continue, si on réussit à sensibiliser le monde, les gens ne vont pas accepter ça et ils vont exiger aussi des changements fondamentaux. I think Erica wanted to add something. Thank you. And I wanted to add that it is important to mention that this is a systemic issue. And it's not unique to Canada, unfortunately. The global estimation of migrants around the world has raised the number to 280 million people that have crossed the borders, seeking protection, seeking better conditions of life. Out of these 280 million people, there are refugees, 40 million, and other types of migrants, but around 180 million people are considered migrant workers that enter in relationships with employers because of the systemic failure of the states to protect their human rights. In the Arab Gulf countries exists this Rafala system that is kind of a sponsorship system, and when you read the law, the regulation, it's exactly the same regulation of the temporary migrants, foreign migrants program. It's like a copy and paste of the system. So this is systemic, right? And it's why we focus on the failure of the state to protect people. But we also need to acknowledge that there are multiple complicities from companies. We documented, for instance, the exploitation of migrant workers in Saudi Arabia committed by Amazon, the company, because these systems are enablers of the complicities of others, of companies, of individuals that are exploiting and abusing the rights of people because the system allows them to do it. And something that is very important that Carol mentioned was the issue of justice, right? When people report these crimes, because these are crimes under international law, but also under Canadian law, right? Abuses, physical abuses, sexual abuses, these are crimes under the law.
when people report these crimes, they enter into an endless bureaucratic process that lasts for years and years, and these people have no remedy, no access to justice, while the employers continue to employ other people, right? So that systemic nature of the failure of the states to protect the rights of people create these complicities. And just to say that it's not only the Canadian government, the Canadian state responsible, are also the governments of the countries of origin. And I can tell you briefly my experience coming to Canada. I took an overnight flight from Mexico City to Montreal, and while I was waiting to be called for boarding, there was this group of my connational Mexicans that were coming with a migrant official, the immigration official from Mexico, that was holding their passports. And this person, this authority in Mexico, handed over the passports to the airline personnel there with the documents that stated that they are migrant workers, right? This document with the Canadian government logo. So it is a network of complicity there, you know? These connationals, my connationals, were not able to hold their own passports as I was holding my own passport because I have a visa and I have a different condition in terms of how I'm entering into this plane, right? So it is also important to acknowledge that this is systemic, and as we are going to hold the Canadian authorities accountable, we also need to hold those other that are complicit in the network of abuses accountable, including companies such as Amazon and many others. I'm mentioning this because we just recently launched a report, but also we are going to launch a report on the fashion industry that is also utilizing the failing of the system to protect people in order to exploit. And then it's going to be extremely damaging to all of us that are continue to buy, you know, clothes for some of these companies that we already know are committing these atrocities, these crimes, these abuses against migrant workers. Thank you, Erica. Il y avait d'autres questions? Ah oui, juste ici. Bonjour, Michel Pilon, fondateur du RATMAC. D'ailleurs, la nouvelle directrice est ici en arrière de moi. Et je suis maintenant aussi, toujours même, je suis à la retraite depuis le mois de mai. Je suis quand même toujours un activiste. Donc, je suis à DDMF, au conseil d'administration, ainsi qu'à CATI sur la question de la traite humaine aussi maintenant. Écoutez, il y a un éléphant dans la pièce qu'il faudrait peut-être nommer. Ce sont les grands lobbyismes comme l'UPA ici au Québec, comme un peu partout, qui exigent de maintenir ce type de permis-là. Et qu'on voit avec Ferme, qui couvre 80% des travailleurs temporaires en matière agricole, qui a des listes noires face à des travailleurs qui ont revendiqué leurs droits ici au Québec, ça on le voit. Alors, il y a un problème certain et comme Carole le sait, on travaille d'ailleurs tous les deux sur un dossier, des gens qui demandent à des travailleurs 18 000 $ pour obtenir le permis pour venir ici au Canada. Au Guatemala, on a eu une étude de Mylène Coder qui est très claire sur l'endettement des travailleurs guatémaltèques pour obtenir un permis ici de 20 000 quinzales, donc soit 4 000 $. Quand vous savez qu'un Guatémaltèque gagne 11 $ par jour, 4 000 $ pour eux, c'est énormément d'argent et souvent, ils vont l'emprunter à des Shylocks de leur coin et malheureusement, ils sont super endettés face à, bien sûr, à la mafia de là-bas. Alors, il y a un problème, c'est les compagnies de placement. Il va falloir les étatiser, il va falloir que le gouvernement s'en occupe et que ça cesse ce type de situation-là où c'est de la marchandisation d'humains qu'on est en train de parler ici. Et ce type de permis-là, fermé, amène cette marchandisation malheureusement. Alors, je pense qu'il va falloir penser à la fois à abolir la question des permis fermés, mais ça ne réglera pas le problème si du jour au lendemain, ces compagnies de placement-là sont encore en train, bien sûr, de les faire venir ici. Il va falloir, bien sûr, tel que le programme au tout début, quand c'était le Mexique, c'était une agence gouvernementale fédérale qui s'occupait de les faire venir. Alors, cessons de ça. On parle de 1200 compagnies juste ici au Québec de placement, ce qui est énorme. Comment on peut contrôler l'ensemble de ces... bien qu'il y ait des inspecteurs, mais je pense qu'ils sont 12 à travers le Canada, ils ne seraient jamais capables de passer à travers toutes ces compagnies de placement-là. Il faut faire le ménage, il faut que ça cesse, ces compagnies de placement-là, puis il faut, bien sûr, éviter les listes noires que ces travailleurs-là, si moindrement, ils décident, bien sûr, de se plaindre de leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Alors, la question est suivante. Est-ce que, dans le cadre du rapport, il va y avoir un élément là-dessus d'une réforme complète de ce système-là
qui comprend aussi l'étatisation de toutes ces compagnies de placement-là? Moi, je peux répondre à la question, puis c'est clair qu'on a entendu de la majorité des travailleurs et travailleuses avec qui on s'est entretenu, à part celles et ceux sur le programme des travailleurs agricoles saisonniers, où le système de recrutement est plutôt étatique. On sait que c'est un énorme problème. Dans le cadre de ce rapport, on a préféré ne pas détourner le regard vers les acteurs privés, dont les recruteurs et les employeurs, pour vraiment mettre l'accent sur le système du programme. Ça n'empêche pas qu'on fera possiblement une prochaine étude qui prend en compte les dynamiques internationales de recrutement, qui sont clairement un problème d'exploitation énorme. Mais ça n'a pas fait objet de ce rapport et donc on n'a pas de recommandation précise, malgré qu'on reconnaît dans le rapport que c'est un enjeu criant. Merci. Oui. Oui, c'est une question en ligne. Et ça vient de Krishna Gagné, VP économique de l'Acadie. Elle dit, simplement, vous affirmez que le permis de travail fermé favorise les abus. Or, dans le devoir ce matin, il a mentionné que les témoignages concernent 44 personnes, principalement dans le secteur agricole. Le problème vient-il réellement de prendre des travailleurs étrangers temporaires ou c'est une question du secteur? Le PTET repose sur un cadre légal qui impose des sanctions aux employeurs fautifs. De plus, les travailleurs étrangers temporaires victimes d'abus ont accès à un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables sans qu'aucune contre-vérification des affirmations soit requise par l'employeur. Donc, elle veut savoir si l'affirmation est trop généralisée par rapport à cet échantillonnage et sans mentionner aucunement les cas des abus. Elle veut savoir si c'est réellement le PETE le problème. Bonne question. Je ne sais pas si... Oui, je pense que Carole voulait répondre, oui. J'aime toujours dire, je m'exprime en français, je commence toujours par là. Et j'ai vécu ces abus alors que j'avais un contrat de travail en français que j'ai lu et je n'ai jamais su que j'avais accès à un permis vulnérable. Imaginez des centaines de personnes qui viennent et qui s'expriment en espagnol, qui ne comprennent pas un mot en français. Comment est-ce qu'ils sauront qu'ils ont accès à un permis vulnérable? Quand j'ai lu mon permis fermé, il n'y avait écrit nulle part que si tu vis des abus, voici un numéro que tu vas appeler pour dénoncer. Le permis était clair. Mon contrat de travail était clair et net que tu n'as pas le droit de travailler pour un autre employeur, tu n'as pas le droit de faire une formation en dehors du travail que tu es venu faire. Et tu dois travailler rien que pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est tout ce que j'avais comme information. Et c'était écrit en français, en noir et blanc. Donc, imaginez le nombre d'Espagnols, de Guatémaltèques, des personnes qui viennent de la Philippine qui ne savent pas lire français ou qui ne savent pas s'exprimer en français. Donc, pour dire que le permis vulnérable, moi, j'ai su qu'il existait, j'avais déjà perdu mon statut. Alors que quand je me suis présentée chez un avocat que j'ai payé et qui était sidéré de voir que j'avais toutes les preuves pour avoir accès au permis vulnérable, moi, j'avais déjà demandé l'asile. Parce que c'était soit je continuais à rester sans statut, soit je rentrais dans mon pays, étant donné que mon employeur avait déjà annulé le contrat quand on a réussi à m'enlever de là. Donc, imaginez un peu que beaucoup de personnes qui viennent à s'exprimer en espagnol puissent se retrouver dans ce genre de situation. Donc, le problème, c'est le système lui-même. Le système ne met aucune couverture pour ces employés-là. Et pour avoir le permis vulnérable, même quand vous aviez des preuves comme moi, j'en avais, moi, je n'ai pas pu utiliser mes preuves parce qu'on m'a dit tu ne peux plus parce que tu as déjà demandé l'asile. Et beaucoup ne peuvent plus utiliser les preuves parce qu'ils ont déjà perdu leur statut. Ils ne peuvent pas retourner à cause de la mafia, comme elle a dit. Ils ont des grosses dettes dans leur pays. Moi-même, j'ai vendu tout ce que j'avais pour venir. On paye d'énormes sommes d'argent pour pouvoir venir travailler ici. Et c'est pour enrichir une personne, alors que nous, on veut contribuer à l'économie de tout un pays. Le système nous met en esclavage juste par racisme pour enrichir une personne malfaisante.
Et aussi, ça me rappelle quand j'ai tourné le documentaire Essentiel, c'était je crois en 2020, avec ma plus que sœur qui est derrière. Là, on reconnaissait le travail des immigrés. Le discours était différent. Ces personnes qui ont fait des travaux essentiels. J'ai même eu accès à ce programme avec le travail de la santé, ce que je trouve, on nous a même donné le nom les anges gardiens, ce que je trouve comme une injure, parce que je ne suis pas une ange gardienne, je suis une citoyenne qui veut juste travailler honnêtement avec un respect d'un être humain, dont un être humain a droit. Alors, on reconnaissait notre travail, on reconnaissait que tous ces travaux, c'était des personnes cachées qui le faisaient. Les tomates que vous trouvez au supermarché, les légumes, la volaille, tout ça, c'était des personnes qui le faisaient et ces personnes qui étaient méconnues. Mais c'est tellement discriminatoire parce que on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans avoir accès à la santé. On a besoin de ces personnes pour garder nos enfants dans des garderies. Mais ces travaux-là ne sont pas reconnus et on trouve que ces personnes ne doivent pas intégrer la société avec une résidence permanente, avec un programme de régularisation, simplement à cause de leur couleur de peau. Alors je trouve que c'est le système entier, je suis d'accord tellement avec DTMF, le système devrait être puni parce qu'ils ont élaboré un système esclavagiste pour camoufler l'esclavage en la modernisant. Donc, pour dire, oubliez les permis vulnérables parce que ceux qui viennent là n'auront pas accès à ces permis vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès à l'information pour ces permis vulnérables-là. Merci. Merci, Carole. On va prendre un commentaire de Marissa. Ensuite, une dernière question parce qu'on m'indique, et je veux vraiment les remercier avant d'oublier, les interprètes. Je pense que ça commence à être long pour eux. Ça fait déjà 1h30. Donc, on va achever bientôt. Donc, un merci particulier aux interprètes. L'autre chose, si je peux me permettre de répondre une partie à cette question-là aussi avant Marissa. Et je reviens à ce qu'Erika disait tantôt par rapport au système. Quand on parle d'un système, ben, c'est tout ça. Mais c'est aussi que les travailleurs étrangers ne sont pas au courant de leurs droits. Sur papier, tout a l'air beau, mais dans la réalité, quand un employeur qui a des mauvaises intentions, mais il va cacher tout ça. Et il y a un système de peur. Et ça arrive même dans les milieux où les employés ne sont pas maltraités physiquement. L'employeur n'a aucun avantage à dire à l'employé quels sont ses droits. Et quand je vous parlais de mon amie française, c'est une vraie histoire. Elle n'était pas au courant de tous ses droits. C'est moi qui lui apprends que, ben oui, elle a le droit à une journée fériée, qu'elle est supposée pouvoir reprendre à un autre moment donné ou payer à temps et demi, etc., etc. Donc, même les gens très éduqués qui parlent la langue, qui sont au courant, bien, sont dans une situation précaire parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ou ils ont peur de les faire appliquer parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir continuer à travailler ici, chez nous. Donc, juste une parenthèse, ça peut répondre en partie à la question. Marissa. Merci. Puis, je vais essayer de résumer. Il y avait plusieurs éléments dans la question, mais je voulais revenir sur certaines. Je questionne, je problématise la réaction de vouloir minimiser les abus parce que, par exemple, dans notre rapport, on a parlé juste avec 44 personnes. On n'a pas fait une étude quantitative. Les entretiens, les entretiens très prolongés, in-depth, ont été une partie intégrale de l'étude, mais c'était une étude avec plusieurs éléments. Mais ce serait aussi, je pense que les gens dans la salle le reconnaissent, impossible d'avoir une étude quantitative quand la plupart des gens ont peur, n'ont pas accès à l'information, sont souvent isolés. C'est pas une option. Un système, donc oui, la réponse, j'abonde dans le sens de Carole, le système, c'est le problème. Et parler de permis de travail ouvert pour les personnes vulnérables, c'est une des mesures à la pièce Band-Aid Solution, mesure pansement dont je parlais tantôt. Il faut attendre d'être abusé pour se prévaloir. Donc, de quelle façon est-ce que c'est une solution à des abus qui sont facilités par le système?
Aussi, simplement mentionner qu'il se peut que la légère majorité des personnes qu'on a interviewées pour le rapport ont été des personnes venues ici pour faire du travail agricole, mais en fait, il y avait une grande diversité dans les personnes interviewées. On a parlé avec des personnes dans l'industrie, dans la transformation d'aliments, dans les soins des personnes aînées. C'est vraiment dans tous les secteurs de l'économie qu'on trouve des travailleurs étrangers temporaires et des personnes qui travaillent sur le terrain pourraient le dire mieux que moi, dans tous les secteurs qu'on trouve des enjeux d'abus. Donc, oui, c'est le système qui est le problème. Merci. Juste, je vais ajouter une petite chose. Dans le système de la santé, je travaille avec M. Pilon dernièrement. Nous en avons eu à qui on prenait $18 000 pour qu'ils viennent avec un permis fermé de 3 ans pour travailler dans le système de la santé. Et malgré qu'ils ont payé ces $18 000 qu'ils ont sûrement empruntés, ils vivaient toute forme d'abus en plus de cela. Et beaucoup sont en train de perdre leur statut au moment où je vous parle. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine agricole, mais je travaille avec la CTI et Solidarité sans frontières où plus de 300 personnes ont perdu leur statut en venant avec le permis fermé. Ouais. Mme Langlois parlait un petit peu plus tôt de déshumanisation, puis c'est ce que ça fait. Oui, Maximiliano. Sí, un último mensaje de mi parte. Aunque sé que los emigrantes que están en situaciones paranormales de las que estamos hablando, no sé que no me van a escuchar tal vez, pero quisiera dejarles un mensaje que busquen la oportunidad de salir de esas situaciones. O sea, tenemos derechos y no estamos solos, busquen ayuda con su consulado o algunas organizaciones que pueden ayudarnos para salir y buscar un mejor empleo en este país. Gracias. Gracias, Emiliano. Maximiliano, pardon. Une dernière question? André Paradis. Il va y avoir des élections bientôt au Canada, 6 mois peut-être. Au Québec, il s'amorce un débat sur l'immigration qui est mis dans un contexte lié à la laïcité, l'identité du Québec et tout ça. Une nouvelle phase dans la politique un peu réactionnaire du gouvernement actuel. Est-ce que vous avez une stratégie ou vous allez élaborer une stratégie pour profiter de ces occasions-là pour faire avancer les revendications principales du rapport? Parce que c'est 2 occasions, les élections, de sensibiliser la population, mais aussi obtenir certains engagements des politiciens. Puis dans le cas de la situation au Québec, de contrer le discours réactionnaire, sensibiliser la population aussi, peut-être trouver d'autres appuis pour les revendications. J'ai une autre question qui s'adresse plus à Erika. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention de la récurrence à travers l'histoire de ces mouvements qui prennent les immigrants, les réfugiés comme cible. Depuis 10 ans, on peut dire qu'on est dans une phase intense de ça. Il y a une montée de la droite, de l'extrême droite, qui cible les migrants. La théorie du grand remplacement qui est répandue partout en Europe, qui l'est maintenant de plus en plus aux États-Unis, à travers Steve Bannon et d'autres, ça fait qu'il y a comme une internalisation de la droite populiste, autoritaire, on pourrait même dire de l'extrême droite. Si on regarde ce qui s'est passé lors de l'inauguration de Trump, les représentants, ceux qui ont été invités, les représentants étrangers, ce n'étaient pas les diplomates, c'était les représentants des organisations de droite et d'extrême droite. Zemmour de la France, Orban, Milei d'Argentine, etc., etc. Alors, cette situation-là d'internalisation de la droite s'appelle, je dirais, une internalisation des forces progressistes, des organisations de droits humains et autres organisations qui sont pour la justice sociale. J'aimerais savoir si, au niveau d'Amnesty, il y a une réflexion, Amnesty International, il y a une réflexion qui est amorcée pour constituer cette force de frappe, pour contrer un discours qui est de plus en plus homogène, de plus en plus menaçant. Merci. Merci. Je vais laisser la première partie
de la question, est-ce qu'on va profiter des élections au Québec et au Canada? Oui, et je pense que je vais être brève en vue du temps limité, puis l'ampleur de la question pour Erika. La réponse est oui, on va travailler là-dessus avec nos collègues à la section anglophone, puis avec nos partenaires d'autres organismes qui luttent pour la justice migrante. Donc, suivez-nous et vous allez voir, on va essayer de mettre sur le premier plan les enjeux de la justice migrante dans le cadre des élections. Erika? I mean, I'm mindful of the time, and you throw me a very complex question. But just to say that at Amnesty International, of course, we've seen these global trends, and as you say, they are not new, but they are increasing in not only frequency, but also they are strengthening narratives that are very damaging, not only to the human rights of people in the countries, but to the entire global protection system, the protection order that we created decades ago precisely to try to prevent this type of abuses and crimes to be committed against people. We are launching a global initiative that it's trying to countering these authoritarian practices that we are seeing in multiple parts of the world, in multiple shapes and forms, but that have this very common ground of attacking the rights of the so-called minorities, but in reality the majorities, you know, the racialized people, the marginalized people, the communities, indigenous people, black people, women, girls, LGBTQI people that are under attack by these authoritarian leaders. So of course, this is central to the work that we do because it's not only about protecting the international norms, the international human rights norms, but more important is to fight alongside our sister movements, sister organizations on the ground, to the people who are standing up for their rights so that we can accompany them in the effort to countering these authoritarian practices. Thank you very much, Erika. Ben voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été présent autant ici qu'en ligne. I hope this panel helped you understand the issue, but also answered a few of your questions. Donc, est-ce qu'il y a un mot de la fin de notre... Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci Julia, Sand et Marissa qui ont été respectivement pour la section anglophone et la section francophone les chercheuses avec nos amis du secrétariat international. Merci Maud Choquette et Corey Ruff qui sont aussi respectivement de la section francophone et de la section anglophone qui ont fait tout le travail de relations médias. Et merci à tous les autres collègues. Merci tout le monde. Puis nous, on va prendre une petite photo, allez-vous-en pas. Et je me permets de dire merci beaucoup à Maximiliano et également Carole. Merci. Ben, merci, Maker. Oui, ça va, oui. Merci. Moi, j'ai eu mon croissant et mon latte, je suis heureux. Merci.